ont eu à subir un appauvrissement général touchant la quasi-totalité des classes sociales, excepté l'oligarchie. Quelques exemples rapides. Le Brésil, sous la présidence de Carlos Bolsonaro, est ouvert aux spéculateurs attirés par les privatisations du secteur bancaire, des mines, des télécoms, des hydrocarbures et d'électricité. Conclusion, le nombre de pauvres a explosé. L'Argentine, après le départ des militaires en 1983, est dirigée par Alfonsine, suivi de Menem, qui ruinèrent littéralement le pays avec ce qu'eux-mêmes ont appelé le programme choc. Privatisation, renvoi de 120 000 fonctionnaires, réforme des retraites, augmentation des coûts pour l'éducation et la santé, et alors pour les entreprises, diminution radicale de la fiscalité. Résultat, endettement de l'État, crash boursier, dévaluation, c'est-à-dire la plus grande crise économique que le pays ait connue. Enfin, au Mexique, la baisse des barrières douanières ruina les petits planteurs, le marché intérieur étant totalement accaparé par la go business états-unienne. Ces petits planteurs ont été contraints de laisser leur terre pour grossir le nombre de sans-travail dans des villes mexicaines que tout le monde sait déjà surpeuplées. Le Mexique, le pays où on a découvert le maïs contribue depuis toujours, qui est depuis toujours dans la base de l'alimentation populaire. Le Mexique importe aujourd'hui des États-Unis la quasi-totalité de sa consommation, un maïs transgénique dont le prix augmente année après année, puisqu'il est utilisé également pour la production d'éthanol aux États-Unis. Depuis 1917, la constitution mexicaine, issue de la révolution mexicaine, autorisait ce qu'on appelle les idos qui sacralisaient pour les peuples indigènes la propriété et l'exploitation collective de la terre. Le néolibéralisme est passé par là et a privatisé ces terres, d'où la révolte dans le Chiapas. Nous avons dit que cette période a été celle du libéralisme généralisé, mais elle a été aussi une période de lutte populaire importante et décisive. Des présidents dû démissionner presque partout, au Pérou, en Équateur, en Bolivie, en Argentine. Les plus riches en enseignement sont peut-être les luttes au Chiapas, la lutte des sans-terre au Brésil et celle des sans-emploi en Argentine. Les luttes au Chiapas commencèrent en janvier 1994, au moment où le gouvernement mexicain signa le traité de libre-échange avec les États-Unis, dont une des conséquences était justement la privatisation des terres collectives des indigènes. 2 ans après, un accord a été signé entre le gouvernement mexicain et les responsables du mouvement, mais les gouvernements qui ont suivi n'ont jamais respecté cet accord, et donc la lutte continue depuis avec des hauts et des bas. Les sans-terre brésiliens constituent un mouvement particulièrement puissant, à mon avis il est connu dans le monde entier. On dit qu'il regroupe plus de millions de travailleurs agricoles et de paysans. Ils ont récupéré et distribué 7 millions d'hectares. Ils scolarisent 200 000 enfants dans à peu près 2000 écoles construites par eux-mêmes. Ils ont pu obtenir du Parti du travail au pouvoir la satisfaction de quelques revendications comme la légalisation, toutefois partielle, des terres occupées. Les sans-emploi argentins, eux, ont mené des luttes qui se sont caractérisées par leur détermination et leur inventivité. Ils ont accaparé et fait fonctionner des usines abandonnées, ont créé et fait circuler une monnaie populaire, développé le troc. Ils se sont parés de médias pour publier des articles et proposer des reportages télé, tout cela en ajoutant des formes plus traditionnelles de lutte, comme les grèves et les barrages routiers. C'est ce contexte de crise et de lutte populaire qui favorise l'arrivée au pouvoir d'hommes politiques aux idées nouvelles. Ils ont vécu cette période et ont bien compris qu'il est impossible de continuer à mener des politiques néolibérales. La Bolivie, le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, l'Équateur, la Dominique, Saint-Vincent, les Grenadines, Antigua et Barbuda, Saint-Lucie et le Suriname. Dans les textes constitutifs de l'ALBA, on peut dire que l'ALBA est une organisation qui met l'accent sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, étant donné que ces deux problèmes sont considérés à leurs yeux comme les deux obstacles majeurs à l'intégration latino-américaine. En 9 ans, les réalisations de l'ALBA sont déjà importantes. Sur le plan économique, création de l'ALBA, indispensable
pour sortir les échanges commerciaux de la dollarisation, mise en place du sucré, mécanisme monétaire de coopération et d'intégration, création de projets et des entreprises appelées droits nationales qui garantissent au peuple l'accès aux biens et aux services de base, mise en place du programme de sécurité alimentaire qui finance tous les projets qui permettent d'augmenter la production alimentaire. Sur le plan social, plus de 3 millions de personnes ont appris à lire et à écrire dans la région, dans les pays sont membres de l'ALBA. 1,8 million de personnes ont retrouvé leur capacité virtuelle grâce à la célèbre mission Milagro. Près de 2000 étudiants provenant de 70 pays ont reçu une bourse d'études à l'école latino-américaine de médecine. Lancement de Télésou dans le cadre de la lutte pour l'indépendance communicationnelle. Il faut ajouter en plus l'initiative Petro-Caribé qui veut relever le défi de la globalisation en permettant aux États d'Amérique centrale et des Caraïbes d'avoir un accès équitable à l'énergie. Petro-Caribé assure 4 programmes: approvisionnement en pétrole, développement de la production de gaz, promotion des énergies renouvelables, développement des politiques d'économie d'énergie. Depuis la création de Petro-Caribé, la Caraïbe a économisé 450 milliards de dollars et l'Amérique centrale 800 milliards. Ce sont les principales actions de l'ALBA. Mais ce qui alarme l'Empire, l'oligarchie de la région qui provoque toute la campagne anti-Chavez, ce sont les actions anti-système proposées par Chavez. La première, c'est la volonté de généraliser la pratique des échanges commerciaux hors dollar dans toute l'Amérique au sud du Rio Grande. Ça, à mon avis, c'est la principale provocation de Chavez. La seconde, c'est le projet prévu avec la création de la Banque du Sud. Cette Banque du Sud est un projet des pays de l'ALBA qui a obtenu en plus l'accord du Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay. Son programme d'action, c'est d'obtenir pour la région les souverainetés alimentaires, énergétiques, en matière de santé et en développement scientifique. Rapidement et concrètement, cela veut dire des achats groupés concernant l'alimentation et les médicaments sur un horizon d'une vingtaine d'années pour garantir les approvisionnements et faire baisser les prix d'achat. Créer à l'échelle du sous-continent des réserves alimentaires stratégiques pour réguler les prix du marché mondial, créer une certification en matière de santé pour éviter de dépendre de celle des États-Unis et de l'Europe, pour qu'enfin les populations de ces pays ne servent plus de cobayes aux transnationales du médicament et de l'agrochimie. Nous sommes en Martinique bien placés pour savoir que de nombreux produits interdits aux États-Unis et en Europe continuent à être produits dans ces pays pour être commercialisés ailleurs. Enfin, sur la question énergétique, le programme c'est d'en finir avec un paradoxe qui veut que bien qu'exportateur net d'énergie, la région importe également, alors que la région dispose de gaz, de pétrole, d'énergie renouvelable de toutes sortes et des mines de cuivre pour fabriquer les lignes électriques permettant le transport de l'énergie électrique à bas coût. Pour terminer, puisque le temps nous écoutait, 2 mots sur la CELAC, Communauté des États américains des Caraïbes. Cette organisation est née en décembre 2011 par la volonté de Chavez. Elle regroupe tous les pays indépendants de la région, hormis les États-Unis et le Canada. La question que beaucoup de gens se posent, c'est en réalité, que peut réaliser de concret une organisation formée de pays menant des politiques aussi différentes. Certes, les régimes politiques sont différents, néanmoins, je pense que cette organisation a un rôle essentiel à jouer dans les temps qui courent. D'abord, elle réunit la région qui manifestement se dispersait au point de créer des fossés entre l'Amérique centrale et les Caraïbes tournés économiquement et culturellement vers le nord du continent, c'est-à-dire États-Unis, Canada, les régions andines tournées vers les marchés asiatiques et Brésil et Argentine regardant dans tous les azimuts. Autre chose, la période néolibérale a écrasé les peuples, mais elle a aussi affaibli les États qui, en tout privatisant, se sont trouvés dans l'impossibilité d'initier la moindre politique économique. Cette union régionale, c'est-à-dire la CELAC, doit permettre aux États de chaque pays d'oser récupérer des entreprises stratégiques installées dans leur pays
pour impulser des politiques qui rompent avec les mécanismes de reproduction sans fin de la pauvreté. L'Argentine et la Bolivie ont récemment procédé ainsi. La CELAC deviendra, on peut le penser, une autorité capable d'empêcher les coups d'État militaires et les interventions armées impérialistes. Et enfin, la CELAC est déjà un soutien important pour imposer la fin du blocus de Cuba. Pour conclure, c'est tout simplement l'expression de la frayeur des impérialistes qui craignent au plus haut point que les projets de Chavez et des forces anti-impérialistes de la région ne transforment radicalement les rapports de force. Merci.